troisième jour de la conférence nationale sur la prise en charge des veuves et des orphelins des forces combattantes qui s'est tenue à Ouagadougou du 11 au 13 mars dernier. Le président du Faso, capitaine Ibrahim Traoré, a rendu hommage aux soldats tués et a promis de venir à bout des groupes terroristes qui sévissent au Sahel. Le Burkina Faso sera le tombeau du terrorisme, a-t-il promis. Alors, à qui s'adresse-t-il, patient Parfendom? Je pense que Mme Linda vient de faire une excellente analyse sur cette question. Oui. Il y a des terroristes endogènes et des terroristes exogènes, mais le gros du financement de ces terroristes, qu'ils soient endogènes ou exogènes, Oui. provient pour la plupart du temps de l'extérieur. Donc il y a des commanditaires qui ont des agendas bien précis et qui pensent que la meilleure manière de mieux exploiter ce que nous avons comme richesse, c'est de créer un chaos généralisé au niveau de notre continent. Et la bande sahélo-sahélienne est une bande extrêmement importante parce qu'elle permet d'abord de couper l'Afrique en deux, dont on remet en question l'idée même de l'unité de notre continent. Et elle accentue les contradictions entre ces deux grandes régions de notre continent, que sont le nord de notre continent, Maghreb, plus d'autres pays que vous connaissez, parce qu'apparemment tous les pays du nord ne sont pas des pays maghrébins, selon les occidentaux. Et puis dans le sud, une bonne partie des pays qui sont occupés par les populations d'origine noire. Donc, on fait donc ce distinguo et profitant du chaos et de la pauvreté, on accentue les mécanismes qui vont finalement rendre la plupart de nos États complètement obsolètes du point de vue de leur capacité à réagir et à pouvoir lancer dans des projets et des programmes de développement. Mais surtout, ils créent des antagonismes en interne presque irréductibles entre les différentes régions, les différentes tribus, les différentes ethnies, etc. etc. Vous avez vu au niveau de l'AIS comment on a tenté, ils n'ont pas encore jeté l'éponge, ils continuent de tenter d'instrumentaliser par exemple le peuple Peul, qui est aujourd'hui désigné comme le peuple qui serait le plus à même à pactiser avec les terroristes. Et chaque fois qu'il y a des répliques, comme c'est le cas au Burkina Faso, l'armée a accusé, n'est-ce pas, de lancer des vendettas contre les peuples Peul. Et ça crée beaucoup de problèmes du point de vue de comment on peut s'organiser pour que, justement, bien plus tard, qu'il n'y ait pas ces contradictions qui puissent déboucher sur des situations comme ce qu'on a tenté d'imposer au nord de Mali. Voilà. Donc, la situation est grave. Ils sont venus. On nous a fait vendre le fait que c'était des djihadistes wahhabites qui voulaient une lecture rigoriste du Coran et qui estimaient que les autres musulmans qui étaient sur notre continent, parce qu'ils n'appliquaient pas le Coran à la lettre, étaient pratiquement des mécréants. Donc il fallait donc un renouveau de l'islam qui passait par ces classes qui étaient les plus pauvres, les plus appauvries, et à qui on promettait une lecture plus juste du Coran. Vous savez que tous les croyants sont égaux. C'est un principe majeur au niveau de l'islam. Et à partir de ce moment, on remettait donc complètement en cause toute la structure hiérarchique de l'ensemble de nos pays dans le sud. Je peux prendre le cas de mon pays, de Cameroun. Nous avons des sultanats, nous avons de l'amido, nous avons etc. etc. Dans la lecture wahhabite, on leur dit non. Tous les croyants sont égaux, donc il est hors de question que certains croyants s'adjugent des rôles de supérieurs aux autres croyants, mais surtout les traitent comme des semi-esclaves. Voilà. C'est l'une des bases d'explosion du groupe Boko Haram, avec Ibrahim Youssouf, qui, après avoir fait ses études à Khartoum, après en Égypte, mais surtout dans les universités saoudiennes, est revenu avec une nouvelle lecture du Coran et fait de beaucoup de probité, d'humilité, de justice, de fraternité, de refus, n'est-ce pas, de cette classification des classes sociales à l'intérieur des croyants musulmans. Et ça fait mouche. Aujourd'hui, on est loin de cette question-là, patient Parfendom. Pas encore totalement, parce que si vous suivez l'actualité au Nigeria,
d'une manière quasi quotidienne. Encore la semaine passée, il y a encore une attaque de l'armée contre des groupes terroristes qui ont fait presque 270 morts. Donc ça continue. Il y a, à partir du plateau Jos, quand vous avez la carte du Nigeria, quand vous traversez le plateau Jos, le nord du Nigeria, cette question-là, elle est prégnante. Et puis les gens continuent de mourir. Les villageois continuent de déserter leur village. Ce n'est pas une question simple. On a vu une illustration avec ce qui s'est passé dans la zone du lac Tchad et la tentative de bousculer le Tchad. Bon, donc c'est une question terrible. Mais ce qui est dangereux dans cette affaire, c'est là où j'en reviens à ce que fait Ibrahim Traoré, c'est que lui, d'abord, il rassure les populations dont le fils, le mari, peut-être même la fille et l'épouse sont allés au combat et sont morts. Parce que l'autre propagande qu'on ne voit pas qui est plus insidieuse, c'est de dire aux gens, mais vous envoyez vos enfants, vos maris, vos femmes, aller pour une cause vraiment, vous voyez, et la conséquence, ce sont l'eau d'orphelins, d'orphelines, de veuves, de veufs, et tout ce que cela, des villages déstructurés, des organisations sociales complètement chamboulées, qui ne respectent plus l'ordre ancien, n'est-ce pas, et qui ne permettent plus à ces peuples de pouvoir se développer. Donc il vient les rassurer. Et il dit, l'État sera toujours à vos côtés. Et je vous assure que le Burkina Faso, quand il parle de Burkina Faso, c'est l'État. Ce n'est pas dans la globalité, mais dit l'Afrique, à travers le Burkina Faso, sera le tombeau de cette tentative de vouloir détruire complètement notre mode de vie, etc., etc. Donc là, il y a la question de ceux qui financent ce terrorisme. On n'en parle pas beaucoup. C'est là où nous voyons souvent des incompréhensions, des incohérences de la part de certains dirigeants. Bon, par exemple, un pays comme les Émirats Arabes Unis, je ne comprends pas pourquoi les Africains ne font pas une espèce de colloque international où ils inviteraient les Émirats Arabes Unis en leur montrant, le tout n'est pas de dire qu'on a des preuves, on va à la CPI ou bien à l'ONU. Un pays indexé comme celui-là, vous le faites venir, vous dites, vous voulez faire des affaires avec nous, mais vos comportements et vos agissements dans la promotion du terrorisme chez nous est totalement incompatible avec ce vœu d'une certaine fraternité sur le plan social et économique que vous nous vendez. Mais est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'à un moment donné, les enjeux économiques prennent souvent le dessus, compte tenu que les Émirats Arabes Unis représentent des investissements colossaux aujourd'hui sur le continent, patient parfum d'homme. On a l'impression qu'on cherche à ne pas trop froisser justement un partenaire économique important sur le continent africain avec ces sujets, ces questions pourtant pertinentes, patient parfum d'homme. Votre observation, elle est vraiment... Elle est plus que pertinente. Mais c'est là le nœud de problème. C'est là le nœud de problème au point où vous voyez les problèmes qui sont nés, les divergences aujourd'hui entre le Soudan et le Tchad. Et le Tchad, oui. Le Tchad accusé de soutenir les FSR, patient parfum d'homme. Parce que financé par les Émirats. Or, le Soudan a décidé de porter plainte aux Émirats. Donc, il y a beaucoup de problèmes. Et vous voyez le FSR, la FSR, autant pour moi, qui se retrouve au Kenya. Des forces de soutien rapide qui ont formé un gouvernement parallèle au Kenya, financé par les Émiratis. Ça pose d'autres problèmes. Donc, je crois que ces questions de terrorisme, elles sont vraiment... Elles dépendent aussi de la capacité des dirigeants africains à comprendre que dans cette affaire-là, personne ne s'en sortira seul. Il n'y a pas d'équation pour sortir du terrorisme qui soit, j'allais dire, de type d'équation en solo. Il faut mettre le pied dans le plat, nous regrouper tous, analyser cette situation et proposer des réponses adéquates pour que, justement, les gens ne viennent pas en Afrique pour faire leur marché, pour détruire notre continent, pour créer le chaos de manière généralisée et continuer d'exploiter, n'est-ce pas, l'ensemble de nos richesses. Il y a, aujourd'hui, ce n'est plus une vue d'esprit, il s'est documenté ce que les Émirats Arabes Unis ont pris comme quantité d'or au niveau du Sahel. C'est ahurissant. C'est ahurissant. Donc, je crois que c'est un débat que le président Ibrahim Traoré lance aussi au-delà du fait qu'il rassure sa propre population, surtout ceux qui sont victimes de cette guerre sale, de cette guerre asymétrique, de cette guerre injuste. Et c'est la couardise, le terrorisme en règle générale. Mais au-delà de cela, il faut quand même remonter un peu plus loin et démontrer que les pays comme le Qatar,
comme les Émirats arabes unis, ne peuvent pas faire projeter leur croissance sur l'équation d'un chaos généralisé au niveau de notre continent, d'un refus aussi des Africains de pouvoir avoir un développement conséquent. C'est là, à mon sens, l'enjeu central, et que ce soit l'Union africaine, que ce soit les voix qui portent au niveau de notre continent, que ce soit les États qui font face à cette hydre-là, je pense qu'il est grand temps d'organiser ce type de conférence pour, je ne dirais pas mettre ces pays-là au tribunal, mais quand même les mettre face à leurs responsabilités. Merci beaucoup, à leurs responsabilités, parce que, je vous assure, ça ne va pas. Même au Cameroun, vous savez que de temps en temps, Boko Haram sévit toujours. Il y a des villages qui sont attaqués, il y a des gens qui sont tués, etc., etc. Ça ne fait pas du tout plaisir à qui que ce soit. Voilà. Alors...